Chers étudiants, chères étudiantes, bienvenue à ce premier moment didactique relatif à la rééducation périnéale. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Kautsar Feta, je suis kinéphysiothérapeute et professeur à l'Institut Averroès plus Marrakech. Avant de vous présenter l'essentiel de la rééducation périnéale, je vais vous annoncer les objectifs du cours et l'architecture de la présentation. Pour les objectifs de ce cours, il s'agit de vous permettre de connaître rappel anatomique sur le périnée, les troubles périnéo-sphinctériens et la rééducation périnéale. Le périnée ou le plancher pelvien est l'ensemble des parties molles qui ferment l'excavation pelvienne dans sa partie basse. Il supporte le poids des viscères lorsque la femme est debout. Les limites du périnée sont constituées par un cadre ostéofibreux losangique. Les sommets de ce losange sont en avant la symphyse pubienne, en arrière le coccyx et latéralement les tubérosités ischiatiques. Le périnée est constitué d'aponevroses et de muscles organisés en trois plans. Plan superficiel, plan moyen et plan profond appelé diaphragme pelvien. Le plan superficiel se compose de 4 muscles au niveau du périnée antérieur. Le muscle ischio-caverneux, le bulbo-caverneux, le muscle transverse superficiel et le constructeur de la vulve. Au niveau du périnée postérieur, on trouve que le sphincter externe de l'anus. Je vais vous montrer ça sur l'image. Ça, c'est le muscle bulbo-spongieux. Et ça, c'est le muscle ischio-caverneux. Cette ligne, c'est le transverse superficiel du périnée. C'est une ligne transversale passant par les deux tubérosités, divisant le périnée en deux, partie antérieure et partie postérieure. La partie postérieure dont on trouve le sphincter externe de l'anus. Au niveau du plan moyen, on trouve que deux muscles, le transverse profond et le sphincter externe de l'urètre. Ce qui est coloré en rouge, c'est le sphincter externe de l'urètre. Et ce qui est coloré en vert, c'est le muscle transverse externe. Au niveau du plan profond, également appelé diaphragme pelvien, il regroupe les muscles élévateurs de l'anus, le pubo-vaginal, le pubo-rectal et l'iliococcygien, 3 muscles. Le pubo-vaginal, le pubo-rectal, qui se termine au niveau du rectum, et l'iliococcygien.
Les organes génitaux externes et le périnée sont essentiellement innervés par le plexus pudendal. Celui-ci se divise en différentes collatérales et se termine par le nerf pudendal. La collatérale la plus volumineuse est le nerf périnéal qui se divise en deux branches, superficielle et profonde. Le périnée joue un rôle essentiel dans le soutien musculaire des organes pelviens. Cela est permis également par les structures ligamentaires du petit bassin qui ont un effet suspensif et grâce au fascia endopelvien qui a un rôle cohésif. C'est un tissu conjonctif en rapport avec les releveurs de l'anus et les parois antérolatérales du vagin. Tout ce système permet le soutien de la vessie, de l'urètre, de l'utérus et du vagin. L'urtère et le col vésical sont soutenus par l'arcade tendineuse du fascia pelvien. La paroi vaginale antérieure est le muscle élévateur de l'anus. C'est donc l'ensemble des muscles et des tissus conjonctifs avoisinants qui permet à l'urètre de résister à la force descendante, entre autres, générée par l'augmentation de la pression abdominale, notamment lors d'efforts respiratoires, de toux ou d'éternuement. C'est ce rôle de soutien qui confère au périnée son importance dans la continence urinaire. La continence anale est également liée au périnée, mais est plus précisément liée à la fonction des sphincters anaux, externes et internes. Le sphincter externe faisant partie du périnée, comme nous l'avons vu précédemment. Cependant, le tonus du périnée et l'équilibre des structures pelviennes peuvent facilement être bouleversés lors de la grossesse et de l'accouchement. On passe aux troubles périnéo-sphinctériens dont on va voir les modifications physiologiques et les traumatismes obstétricaux. La grossesse et l'accouchement entraînent des remaniements physiologiques non négligeables sur le périnée. En effet, des phénomènes mécaniques et hormonaux vont agir sur celui-ci. Les phénomènes mécaniques, en dehors de la grossesse, l'utérus est entreversé, antéfléchi chez la plupart des femmes, parfois position rétroversée. Ainsi, les forces exercées par celui-ci sur le périnée sont orientées vers la région anocoxygène. Ce sont donc les groupes musculaires du périnée postérieur et du plancher pelvien qui exercent principalement le rôle de soutien. Cependant, ces forces s'exercent différemment lorsque l'utérus est gravide, c'est-à-dire l'utérus est plein. En effet, avec l'avancée de la grossesse, l'utérus va se déplacer vers l'avant et subir une augmentation de volume, ce qui aura pour effet d'orienter les forces plus en avant au niveau de la fente vulvaire. Il faut donc que le tonus des muscles du centre tendineux et des élévateurs soit suffisant pour exercer efficacement leur rôle de soutien. Les phénomènes hormonaux et viscéraux. Les bouleversements hormonaux qui ont lieu pendant la grossesse provoquent entre autres une inhibition des systèmes fibro-ligamentaires et ostéo-ligamentaires permettant l'élongation et la distension des structures constituant le bassin mou. Le tonus musculaire est donc moins important qu'en dehors de la grossesse. De plus, l'organisation des organes du petit bassin est modifiée. L'urètre se distend
la vessie prend une place au niveau abdominal et son volume est augmenté. Les pressions qui en dépendent s'en trouvent donc également accrues. Le col utérin change également d'orientation et regarde davantage vers l'avant. En résumé, avec la grossesse et son avancement, le périnée antérieur et superficiel subit davantage de force et de pression dues aux modifications physiologiques. De plus, du fait de l'imprégnation hormonale, les muscles et les ligaments sont plus lâches. Le tonus y est moins important. Le tonus du périnée s'en trouve donc fragilisé. Passant au traumatisme obstétrical, l'accouchement entraîne inévitablement des modifications ou des lésions du périnée. Et les conséquences sont d'autant plus importantes en cas d'extraction instrumentale lors de dystocie. Cependant, les femmes ayant eu un accouchement par césarienne peuvent également être sujettes à des troubles périnéo-sphinctériens, ainsi qu'à des altérations de leur périnée. Ceux-ci sont dus à la grossesse qui a entraîné des modifications physiologiques de leur corps et donc du périnée comme nous l'avons vu précédemment. La mise à l'épreuve des systèmes de soutien pelvien. Lors du travail et de l'accouchement, l'équilibre pelvien déjà fragilisé par la grossesse va être davantage altéré. L'étirement des structures ligamentaires pelviennes et l'atteinte des fascias endopelviens. Les altérations du tonus de base et la capacité contractile des muscles du périnée, ceci est la conséquence du passage du fœtus au travers des différentes structures, principalement lors de la deuxième phase du travail, où la présentation fœtale va appuyer fortement sur les structures périnéales. Et au moment de l'expulsion, où tous les efforts de poussée s'effectuent vers le bas, et où la présentation va amplier le périnée postérieur, puis antérieur. Les lésions résultant de l'accouchement, des éraillures, déchirures périnéales de degrés variables, peuvent causer différents troubles périnéaux dont la sévérité sera variable.